Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand mouvement impulsé donc par la Fondation Mosaïque. Un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année et qu'on doit à tous ceux, toutes celles qui, hier comme aujourd'hui, ici comme ailleurs, eh bien, ont pris conscience du rôle central de l'entreprise dans la cohésion nationale. Alors parce que l'entreprise, c'est pas seulement un lieu de production de biens ou de services, c'est aussi l'endroit où on passe une grande partie de notre vie. D'après plusieurs études, ça représente quand même 100 000 heures cumulées, c'est-à-dire 12 ans de notre vie. Alors dit comme ça peut faire peur, mais c'est aussi une manière de vous dire que vu le temps qu'on y passe, vu que tout le monde y passe, eh bien, on rencontre toutes sortes de personnes et au-delà du miroir, du reflet de notre société, eh bien, c'est dans l'entreprise qu'on rassemble les communautés, qu'on crée des liens et qu'on bouleverse les rapports sociaux. Alors depuis sa création, la Fondation mobilise, la Fondation Mosaïque relie inlassablement ceux qui se seraient peut-être jamais rencontrés, dirigeants et jeunes talents, DRH et jeunes très éloignés de l'emploi, professionnels et étudiants de tous les territoires, de toutes les générations, toutes les origines, toutes les orientations. Parce qu'avec ce sommet de l'inclusion économique, eh bien, on veut s'adresser à tous. La France des tours comme la France des bourgs, sans les opposer, mais en reconnaissant leur singularité pour pouvoir mieux l'intégrer. Alors si ce sommet de l'inclusion se tient ici, à Bercy, chaque année maintenant depuis 4 ans, eh bien c'est sans doute parce que l'inclusion est devenue un enjeu stratégique pour notre économie. Et pour ouvrir très officiellement ce sommet, je vous demande d'accueillir Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Bonjour Madame la ministre. Merci, la scène est à vous. Oui, allez-y, je vous en prie. J'ai été troublée par votre bonjour, bienvenue. Je me suis dit peut-être qu'il faut que je mette ailleurs. Monsieur le Président, il y a beaucoup de présidents, messieurs les présidents, Madame la Secrétaire Générale, Mesdames et Messieurs, les organisateurs de cette très belle journée et chers tous. Très heureuse de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la 4e édition du sommet de l'inclusion économique ici au cœur de Bercy. Avant toute chose, je tiens à adresser mes félicitations chaleureuses aux équipes de la Fondation Mosaïque, avec qui on me dit que c'est très simple de travailler, donc c'est pas le cas toujours, donc ça fait du bien quand on le dit également. Cet événement est donc devenu un rendez-vous annuel, symbole d'un engagement collectif pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Il constitue une plateforme unique pour débattre de manière prospective des grands enjeux qui façonnent l'inclusion économique dans notre société. Depuis 2021, ce sommet rassemble tous les acteurs de l'inclusion économique, les fondations, les entreprises engagées, les coopératives, les associations, les chercheurs, les financeurs et les représentants des administrations publiques. Les thèmes abordés aujourd'hui résonnent particulièrement avec les défis contemporains, qu'il s'agisse de l'articulation entre inclusion et transition écologique, de l'impact des technologies comme l'intelligence artificielle ou encore des transformations nécessaires dans les stratégies de recrutement, chaque table ronde nous invite à repenser nos modèles pour les rendre encore une fois plus justes et plus équitables. Je pense notamment à la session dédiée à la question de la combinaison entre performance économique et impact social. Ce sujet est au cœur de l'économie sociale et solidaire qui vise à conjuguer réussite économique et mission sociale. C'est une réflexion essentielle pour les entreprises qui cherchent à avoir un impact positif tout en restant compétitives. Comme ministre en charge de l'ESS, je vois ce sommet comme une source d'inspiration et d'engagement pour faire de l'inclusion un pilier de notre modèle économique. Car depuis plusieurs années, et heureusement, l'inclusion économique s'impose comme une priorité dans notre pays. Dans une société encore marquée par des fractures sociales, territoriales, culturelles, garantir à chacun la possibilité de s'insérer pleinement dans la vie professionnelle est un enjeu fondamental.
Les inégalités économiques et sociales que nous constatons chaque jour ne sont pas seulement des injustices individuelles. Elles révèlent des failles de notre modèle éducatif et social, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Chaque talent ignoré, chaque potentiel inexploité affaiblit notre économie et notre cohésion sociale. Nous avons une responsabilité, celle de lever ces barrières invisibles qui empêchent encore trop de nos concitoyens de participer pleinement à la vie économique. C'est pourquoi l'État a choisi de s'engager aux côtés d'organisations comme votre fondation, Monsieur le Président, pour montrer que l'inclusion économique n'est pas une utopie. Ce cabinet de recrutement, devenu société à mission en 2021, incarne une vision audacieuse et profondément humaine, transformer durablement les pratiques de recrutement pour les rendre plus justes, plus ouvertes à la diversité des talents. Son programme repose sur des objectifs forts: sensibiliser les établissements d'enseignement supérieur et de l'économie, améliorer l'employabilité des étudiants boursiers ou issus des quartiers prioritaires de la ville et créer des ponts entre ces jeunes et les recruteurs. Chaque année, des jeunes en difficulté suivent le même chemin. Ils obtiennent leur diplôme, rencontrent des obstacles ou font face à des discriminations pendant leur recherche d'emploi. Peinent à être reçus par les entreprises ou enchaînent les refus après des entretiens qui semblaient pourtant s'être bien passés. Et puis tout change. Ils rejoignent la fondation Mosaïque. Grâce à des ateliers qui sont ciblés, un coaching individuel et des opportunités de mise en relation, ils finissent progressivement par s'insérer pleinement sur le marché du travail dans des emplois à la hauteur de leurs compétences. En tant qu'élu local, Monsieur le Président, votre approche me parle, comme diraient les jeunes, me touche particulièrement. Le thème de ce sommet « Agir pour la France des tours et des bourgs » résonne en moi, car je sais l'importance d'actions comme les vôtres. Je viens d'une circonscription, j'ai souvent l'habitude de le dire, qui ressemble un peu à une petite France. Des QPV, des zones rurales, des centres urbains, des zones périurbaines. Et chez moi, le premier frein à l'emploi des jeunes, c'est la mobilité. Impossible de trouver un travail dans un territoire où les transports sont parfois trop peu nombreux et où un emploi en tant que salarié, eh bien, s'accommode mal avec les horaires des transports publics. C'est pour cela que j'avais souhaité mettre en place, eh bien, à l'époque où j'étais maire, une bourse au permis et qui aujourd'hui perdure, que nous avons même, malgré le contexte budgétaire, eh bien, décidé d'augmenter et qui répond vraiment aux enjeux. La deuxième difficulté que rencontrent les jeunes, parfois sans en avoir conscience, pour les avoir beaucoup rencontrés en permanence, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, il y a les jeunes, mais pas que. Je ne peux pas vous dire combien de fils d'ouvriers, d'employés, de filles, d'agriculteurs, etc., que j'ai rencontrés et qui m'ont dit « Non ». À l'époque, c'était Madame le maire ou Madame la députée. « Ce n'est pas pour moi, ça. Je n'y ai pas le droit. Ce n'est pas pour moi. » Je sais combien donc les intermédiaires comme vous sont importants pour que ces jeunes changent de regard sur eux-mêmes et sur le monde du travail. C'est pour cela que nous avons fait la promotion de structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Ces histoires, elles montrent une chose: l'inclusion est une responsabilité collective. C'est le rôle de fondations et d'associations, bien sûr, mais c'est aussi le rôle des élus locaux, des parlementaires, de l'État. C'est pour ça que je suis particulièrement attachée aux mécanismes novateurs dont nous parlions tout à l'heure, que constituent les contrats à impact que nous avons mis en place avec Mosaïque, c'est un peu tôt le matin, RH. Ce partenariat public-privé repose sur une idée simple mais puissante: financer des projets sociaux et environnementaux ambitieux tout en garantissant une gestion rigoureuse des fonds publics. Dans ce modèle, l'État ne rembourse les investisseurs privés que si les résultats préalablement définis, eh bien, sont atteints. C'est du gagnant-gagnant. Cette approche garantit que chaque euro investi contribue à des actions qui sont mesurables et concrètes.
En finançant ainsi le programme Ambition avec plus de 3 millions d'euros, qui a été engagé et qui est engagé jusqu'en 2027, le ministère vise à mobiliser les établissements de l'enseignement supérieur, et je ne suis pas sûre que c'est toujours été si facile que ça, former et coacher des étudiants boursiers ou issus des quartiers prioritaires de la ville et les mettre en relation avec les recruteurs. L'intégration de tous dans la vie professionnelle, au-delà de l'aspect économique, est un puissant vecteur d'émancipation individuelle. Elle donne à chacun la possibilité de s'accomplir, de trouver sa place et de contribuer activement à la construction de notre avenir collectif. En conclusion, je voudrais tous vous remercier, l'ensemble des acteurs qui êtes présents pour votre engagement. L'inclusion économique ne doit pas être une option, c'est une nécessité. Elle est la clé, encore une fois, d'une société plus juste, d'une économie plus forte et d'un avenir que j'espère partager. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Alors, derrière ce sommet, derrière cette fondation, il y a cette ancienne ceinture noire de judo. Il a lui-même été confronté aux discriminations à l'issue de son Bac+5. Et alors qu'il avait fini par accepter un emploi bien en dessous de ses compétences, comme c'est le cas de beaucoup encore aujourd'hui en France, eh bien, il s'est mis en tête d'accompagner les entreprises sur la base de leurs besoins et les candidats sur la base de leurs talents. Cet homme, c'est Saïd Amouche, président et fondateur de la Fondation Mosaïque. Salut. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un bon moment en fait de tous se réunir tous ensemble pour pouvoir essayer de faire un peu bouger les lignes. Vous êtes des acteurs de changement, les acteurs qui ont décidé en fait de faire bouger un peu les lignes, mais au-delà de ça, de mettre en place en fait un certain nombre d'actions qui sont utiles aujourd'hui à la fois pour ces jeunes qui sont un peu plus en difficulté que les autres, et puis toutes ces entreprises qui ont besoin de s'enrichir de pépites, de talents pour pouvoir justement alimenter leurs prochains axes stratégiques. Donc on est très heureux ici de vous recevoir et de réunir la famille Mosaïque tous ensemble. Cette journée, en fait, on va la passer pour essayer de réfléchir ensemble. On va essayer de construire des dynamiques. On va d'abord se connecter. On a besoin de se connecter régulièrement. À chaque fois qu'on lance des dynamiques, vous êtes au rendez-vous, on est souvent surpris par l'engouement et la rapidité par laquelle en fait, chacun en fait, décide de s'inscrire, de participer. On a eu plus de 1500 inscriptions en moins d'une semaine sur ce rendez-vous. C'est important de le rappeler. On a été un peu plus en retard que l'année dernière parce qu'on a été obligé d'intégrer un certain nombre de contraintes cette année. Et malgré ça, c'est plus de 1500 participants. Donc c'est une bonne nouvelle. La grande particularité, c'est qu'on retrouve ici aujourd'hui des décideurs publics. Merci Madame la Ministre d'avoir ouvert le sommet. Merci de nous avoir ouvert vos portes et de nous permettre en fait, de nous réunir et construire les sujets en fait, qui sont hyper stratégiques pour la France demain. On a aussi un certain nombre de décideurs privés, des patrons de boîtes, et je trouve ça extrêmement incroyable. Je peux vous avouer que quand j'ai lancé Mosaïque il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé avoir autant en fait, de leaders de l'économie française sur ces sujets et prêts en fait, à apporter une contribution, parfois même à titre personnel, pour pouvoir faire avancer le sujet. Donc bravo et merci à vous. Et puis un grand bravo à tous ces candidats qui à un moment donné montrent effectivement que ce sujet est un sujet important et répondent aux actions, répondent aux offres d'emploi, sont des candidats. Donc c'est aussi quand même important de rappeler qu'au moment où on n'arrête pas de nous rabâcher qu'on manque en fait de talent, qu'il n'y a pas assez de candidats, qu'il n'y a pas assez en fait de personnes qui veulent aller sur tel ou tel secteur d'activité, eh bien aujourd'hui, c'est des viviers qui sont disponibles et qui sont à votre disposition. On vous expliquera tout le long de la journée comment on peut s'en emparer. C'est important de rappeler que pourquoi on fait ça aujourd'hui ? Eh bien, vous savez que le taux d'emploi sur la cible des 15-64, il est de 20 points inférieur à la moyenne nationale lorsqu'il s'agit en fait de ces territoires les plus pauvres de France. C'est pas normal. C'est pas normal aussi de constater qu'un étudiant boursier, lorsqu'il décide et lorsqu'il croit à la méritocratie de s'engager notamment dans des études d'enseignement supérieur, puisse en fait avoir plus de difficultés que l'étudiant lambda. L'étudiant boursier, il obtient finalement un emploi au bout de 18 mois en CDI à la hauteur de 52%.
Lorsqu'on est sur un non boursier, on est à 62% à 18 mois. Moi, personnellement, j'ai mis 5 ans à signer mon premier CDI. Et c'est aussi une des raisons en fait, qui me motive toujours autant à m'engager, à m'investir avec l'ensemble des équipes de Mosaïque. C'est important de le rappeler. C'est important aussi de rappeler que le taux de chômage aujourd'hui des Bac+2, eh bien, il est de 11%. Et de l'autre côté, on nous explique en fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en France. Le taux de chômage des Bac+2, lorsqu'on n'est pas issu de ces territoires QPV, territoires moins privilégiés, c'est 5%. Vous voyez l'écart, vous voyez le potentiel qu'on a aujourd'hui à exploiter en France. Il faut rappeler aussi que quand on parle de tout ça, eh bien, il y a aussi cette histoire de rôle modèle. Comment on émerge, comment on arrive à finalement s'inscrire dans le travail, investir la réussite par l'efficacité, la méritocratie. Et puis finalement, on se rend compte que pour pouvoir évoluer dans sa carrière professionnelle, c'est plus compliqué. Un chiffre qu'on va livrer tout à l'heure, il est assez éloquent, c'est que lorsqu'on screen le SBF 120 sur les fonctions en fait en conseil d'administration et en COMEX, aucune représentation de la diversité ethno-culturelle est présente. On a redescendu la statistique à 3,5. Il y a 2 ans, on a descendu la statistique à 3%. Il y a 2 ans, on était à 3,5%. Donc on voit que ce sujet des rôles modèles, il est important. Et pourtant, vous verrez aussi tout le long de la journée, il y a des exceptions. Il y a des statistiques, il y a des erreurs de statistiques. Je pense par exemple à Youssef, qui est aujourd'hui patron d'une entreprise qui est très particulière puisque c'est l'ancienne boîte qui s'appelle Chèque Déjeuner, qui s'appelle YouCop, qui a grandi à Bondy et qui aujourd'hui dirige un groupe international qui est installé sur 23 pays en France et qui fait près de 800 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant aussi de remarquer que même quand on a des statistiques aussi dramatiques, eh bien derrière, il y a des exceptions statistiques qui font émerger un certain nombre de gens. Donc c'est toutes pour ces raisons qu'on pense que c'est important de faire ce rendez-vous annuel. Et quand on est une femme, quand on est un descendant d'immigrés, lorsque, à un moment donné, la question de l'handicap rentre en fait dans le jeu, eh bien tous ces chiffres s'aggravent, sont plus importants. Et donc c'est important d'agir, c'est important de s'y réunir et c'est important de construire. Parce que ça a des conséquences économiques, vous l'avez compris. C'est aussi comme ça qu'on peut, à un moment donné, innover quand on investit sur les questions d'inclusion et de diversité. C'est pas bon pour le sociétal, sur la société. Ça ne crée pas forcément de cohésion sociale. Ça crée de la résistance, ça crée de la distance. Et puis, c'est pas bon tout simplement pour la démocratie parce que finalement, quand on ne trouve pas sa place dans l'économie, quand on n'est pas connecté au marché de l'emploi, et bien derrière, ça crée du désengagement démocratique. On en reparlera probablement tout à l'heure avec l'intervention du président du Conseil économique et social qui a accepté de venir et que je remercie. Merci à toi Thierry. Donc toute cette dynamique, en fait, elle se base sur une conviction qui est très simple. Il ne faut plus attendre. On ne va pas attendre que les choses se fassent pour nous. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on agisse. Il faut qu'on construise. Il faut qu'on se rassemble. Il faut qu'on fédère. Il faut qu'on crée des coalitions. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace ensemble. Il y a plein d'initiatives. Il y a plein d'acteurs. Il y a plein d'acteurs dans les territoires les plus pauvres de France qui sont là. Et donc, la raison pour laquelle on réunit ce sommet, c'est aussi de faire en sorte que les acteurs de terrain qui ont des solutions efficaces, qui sont aussi dans une performance économique, qui ont des coûts d'intervention beaucoup plus bas que la moyenne nationale, puissent se rencontrer, se connecter, travailler davantage avec évidemment les décideurs publics, mais aussi privés. Et donc c'est la raison pour laquelle on organise ce salon. Merci à vous d'avoir été tous présents et d'avoir répondu au rendez-vous. Et pour finir, c'est important de vous rappeler que on a besoin à un moment donné, on ne peut pas travailler sur ces questions-là si on n'a pas un opérateur, si on n'a pas une dynamique qui se met en place. Et c'est la raison pour laquelle, de la fondation Mosaïque RH, on a développé ces convictions. Aujourd'hui, la fondation, elle se base sur 2 sujets, hein, vous l'avez compris. C'est faire en sorte qu'on puisse adopter les méthodes du recrutement inclusif, faisons attention à nos biais, faisons plus d'efforts pour pouvoir dénicher ces talents, faisons en sorte que derrière on puisse construire en fait des dynamiques efficaces qui marchent, et c'est pour également faire évoluer les mentalités. Et donc le projet principal aujourd'hui qu'on vous propose, c'est d'aller vous rendre sur diversifiervostalents.com. Il vous suffit de scanner le QR code pour pouvoir d'abord
placer vos offres. C'est ce que tu disais, Aïda, tout à l'heure en introduction. La base, le point de départ, c'est de pouvoir avoir des recruteurs qui vont s'engager sur la base en fait, d'une dynamique très professionnelle. Donc on vous invite gratuitement à publier vos offres collecter vos opportunités. Alors ça peut être du stage, ça peut être de l'alternance, ça va monter en flèche à partir de janvier. Plus on aura aujourd'hui d'offres collectées, plus on sera en capacité de mettre en place des plans de communication les plus stratégiques possibles pour pouvoir faire remonter les candidatures. C'est la base de notre modèle. Et ce truc-là, on ne pourra pas le faire tout seul, il faudra qu'on le fasse tous ensemble. Les entreprises doivent s'engager. Le call to action, c'est publier vos offres. Et puis, une fois que vous avez publié vos offres, nous, on s'occupera avec d'autres acteurs d'aller chercher les candidats dont on a besoin. Aujourd'hui, disponible d'une manière gratuite. Il y en a plus de 10 000 qui sont en base de données. Il vous suffit de vous connecter. En 3 secondes, vous avez accès à cette base et vous pouvez télécharger, rencontrer évidemment ces candidats. Certains sont même qualifiés grâce à des tests de personnalité. On s'est associé à un partenaire qui s'appelle Assess First et Assess First met à disposition cet outil pour que vous puissiez à un moment donné rencontrer ces candidats gratuitement. Donc je vous encourage à le faire et notre objectif c'est d'arriver avant février 2025 à 100 000. Et je suis certain qu'on peut le faire tous ensemble. Donc voilà, ces deux sujets sont primordiaux. Si on veut passer en fait de la discussion à l'action, il faut s'engager sur diversifiervotretalent.com. Et je vous parlais du deuxième axe qui était en fait le changement de mentalité. Je suis très heureux de vous partager en fait une petite nouveauté portée par la Fondation. C'est qu'on va lancer une série de films vidéo qui s'appelle la série Possible. On en a lancé 10, donc on a 10 portraits de Français qui aujourd'hui ont réussi en fait à graver des postes hyper stratégiques dans les entreprises françaises. C'est aussi ça dont on va parler, c'est de montrer en fait que c'est possible, c'est de montrer qu'en réalité il faut continuer à croire à la méritocratie, il faut continuer à se battre, il faut continuer à être positif. Et donc on va vous présenter en avant-première le premier film qui est pour nous hyper important. On peut lancer le film. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans votre journal. Je m'appelle Maëva, mon père est franco-sénégalais vietnamien, ma mère est suisse-allemande. J'ai fait du taekwondo. Le sport, ça m'a aussi apporté cette volonté de pouvoir toujours me dépasser. Et je pense que ça nous a appris à être résilients. Maëva, ça fait 6 ans qu'elle est arrivée au club. On a 4 femmes qui nous aident à entraîner et Maëva fait partie de l'équipe. Et donc après, quand on a vu qu'elle avait assez de rigueur et de pédagogie, on lui a passé un créneau tous les samedis matins avec les 5 et 6 ans. J'ai 37 ans, mes enfants, je les ai eus tôt. Je m'appelle Amsatou, moi je m'appelle Youssouf, je m'appelle Ibrahim. Donc ça m'a obligée à être organisée dès le début et proactive lorsque j'étais dans mes journées de travail pour que lorsque la journée de travail se termine, je puisse me consacrer à ma vie de famille. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment... Quand j'étais enfant, j'allais à peu près tous les 2-3 ans au Sénégal. Très tôt, avec mes frères, on a pris conscience de la chance qu'on avait. Je travaille aujourd'hui dans l'univers de la finance. Donc Maëva s'occupe de tout ce qui est compliance au sein d'Eurazeo, qui a un poste assez critique. J'ai une équipe de 6 personnes qui vient de tout univers différent. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette force. Bon, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, très intéressant, qui écoute énormément les gens. Et c'est cette force d'avoir des gens, on parlait divers, c'est justement de pouvoir avoir différentes personnalités, différentes visions du monde, différentes façons de travailler. Et c'est ça qui fait la force dans une société. Donc mon parcours, c'est très intéressant puisque j'ai fait des études de droit. Mon métier de compliance n'existait pas à l'époque, mais je me suis formée au fur et à mesure des expériences, en faisant beaucoup de stages, en choisissant d'aller dans des petites entreprises
Et c'est comme ça que je suis devenue responsable de la compliance. C'est chouette, hein? Alors, pour poursuivre, je vous propose de découvrir un autre rôle modèle pour nous. Gianmarco, si tu veux bien nous rejoindre sur scène, ce serait chouette. On a énormément été touchés en fait, par ton parcours personnel. On sait qu'aujourd'hui, ces questions te touchent particulièrement. La scène est à toi. Merci Saïd, merci. Gianmarco Monstellato, président de Deloitte France et Afrique francophone. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, l'inclusion, donc un mot d'introduction sur le sommet de l'inclusion. L'inclusion, pour moi, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est ce qui a défini mon existence. Comme mon nom peut assez facilement l'indiquer, je suis binational. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, éduqué par une mère célibataire et pauvre en lointaine banlieue parisienne, dans les années 70. Je vous fais pas un dessin. Mais j'ai eu la chance d'être boursier d'État, et d'avoir des professeurs et des responsables d'orientation qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout de ce que je savais faire, pas forcément d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de faire, ce qui n'était pas la même chose. Je n'ai pas suivi ma passion qui était la boxe, parce que sinon je pense que ça n'aurait pas été brillant. Et grâce à eux, j'ai intégré un univers que je ne connaissais pas du tout, qui était celui d'HEC. Là, j'ai découvert un autre monde. Et après, évidemment, tout est devenu beaucoup plus facile. Et ça m'a donné la chance d'évoluer entre deux mondes radicalement différents, mais dans lesquels j'éprouve autant de plaisir, le monde des salles de boxe, comme le monde des salles d'opéra, le monde des conseils d'administration, comme le monde des banlieues parisiennes ou de la grande ruralité. Et c'est une chance. Et c'est une chance que j'aimerais voir partager et continuer d'exister, parce que j'aime les deux pays qui me caractérisent, mais clairement, ce que j'ai pu faire en France, je n'aurais jamais pu le faire en Italie. C'est grâce à l'engagement de l'État, l'engagement d'acteurs civils, que j'ai pu avoir ce parcours en Italie, mon pays de naissance. Encore aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Alors, comment aller plus loin? Comment continuer à bénéficier de ça? En deux mots, très rapidement, je pense qu'on a une chance. Partant d'un constat un peu triste, je pense que les États ne sont plus capables d'agir pour l'insertion et l'inclusion, que c'est au monde privé, à l'entreprise de devenir leader de ces questions. Ce qui va nous aider, c'est qu'on est à l'aube d'une transformation profonde, écologique, technologique, sociale, à peu près tous les niveaux. Et cette transformation, on a le choix. Est-ce qu'on veut faire une adaptation à minima, ou est-ce qu'on veut en profiter pour faire une renaissance totalement inclusive? Et évidemment, le second choix sera infiniment plus créateur de sens et de valeur. Et ça suppose deux choses: repenser le rapport au territoire et repenser le rapport à l'éducation. Le rapport au territoire pour une entreprise, l'entreprise, elle n'est pas virtuelle, elle est ancrée, même si elle est très technologique, elle est ancrée dans un ou plusieurs territoires. Elle ne réussira que si elle apporte du sens et de la valeur à ces territoires, en créant un avenir désirable pour toutes les parties prenantes de tous les territoires où elle opère, qu'elle soit une PME ou une multinationale. Le rapport à l'éducation. L'État fait un travail d'éducation souvent de plus en plus obsolète, mais c'est aux entreprises aussi de prendre leurs responsabilités et de comprendre qu'on recrute des jeunes qui ne savent rien, parce que s'ils savaient des choses, ils ne seraient pas débutants, et c'est à nous de leur apprendre. La chose qu'on a besoin de ces jeunes, et c'est là qu'on attend de l'État, c'est qu'ils aient le sens de la valeur travail et du respect. Et en conciliant ces deux nouveaux rapports, éducation et territoire, on peut changer beaucoup de choses. Modestement, chez Deloitte, qui était engagé sur ces sujets bien avant que je sois président, sur les territoires, on est présent dans toute la France, on est aussi présent en Afrique francophone, et partout où on est présent, on s'insère, on contribue au territoire, pas simplement par l'emploi, mais aussi au dynamisme économique et social, qui nous le rend bien. Ce n'est pas totalement désintéressé, ça nous le rend bien aussi. C'est parce que les territoires où on opère réussissent qu'on peut réussir, et on crée de l'emploi qualifié partout en France et partout en Afrique francophone. L'éducation, c'est là où on peut avoir l'impact presque le plus fort quand on est une entreprise. L'avantage de Deloitte, c'est que comme on évalue tout le monde, y compris moi, plusieurs fois par an de manière très objective, c'est parfait pour une méritocratie. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que vous faites, c'est vos résultats. Ce n'est pas votre nom, ce n'est pas d'où vous venez, ce n'est pas votre milieu social. Et c'est une vraie méritocratie, et on investit beaucoup dans l'éducation, à tel point qu'on a créé une Deloitte Université près de Paris, où on forme en permanence tous nos collaborateurs et toutes nos collaboratrices. Mais j'ai eu la grande chance de faire partie des fondateurs de la Fondation Deloitte il y a 10 ans. Parce qu'on s'est dit, nous, une fois qu'on a recruté, on essaye d'être pertinent, mais notre enjeu, c'est que les gens qu'on recrute, comme on recrute des gens diplômés, ils ont quand même un profil social assez marqué. Et donc travaillons avec les lycées, à Sarcelles ou à Cergy, très tôt, pour encourager les jeunes qui ont envie de travailler, qui connaissent le respect,
de ne pas se faire des barrières, de ne pas se censurer, d'aller jusqu'au bout. Donc si vous allez dans la salle du conseil d'administration de Deloitte, le week-end qui domine tout Paris, vous avez plein de collaborateurs qui font passer d'école de maths à des lycéens de Sarcelles ou de Cergy. Et ça a permis de changer beaucoup de choses quand on les amène au Louvre ou à l'Opéra, à tel point que je le disais, il y a 2 ans, j'ai eu l'immense privilège de recruter la première alumnie de la Fondation qu'on avait pris au lycée à Sarcelles, à Jean-Jacques Rousseau, et qui est devenue une collaboratrice de Deloitte, et d'autres arrivent. Et ça, c'est fondamental pour véritablement apporter du sens et que vos équipes soient beaucoup plus engagées. Donc je conclurai simplement sur le point que pour moi, le Sommet de l'inclusion, c'est tout simplement un choix existentiel. C'est savoir si en tant qu'opérateur économique ou en tant que citoyen ou citoyenne, on veut participer à une aventure humaine qui crée du sens, ou si simplement on veut rester des clones d'un modèle social historique. Je pense que le choix est assez évident et c'est à ça que nous appelle le Sommet de l'inclusion. Un grand merci, Saïd, merci à toutes et à tous. Merci Gianmarco, merci, bravo pour votre engagement et celui de vos équipes, parce qu'on n'oublie pas que effectivement derrière un dirigeant, c'est aussi toute une équipe qui est engagée avec vous. Merci beaucoup Saïd pour cette introduction. Alors, on va accueillir maintenant notre premier grand témoin de ce sommet de l'inclusion économique. Elle vient de publier un formidable essai sur ce qu'elle appelle la mosaïque française. Oubliez la France comme un archipel, elle nous parle plutôt de tous ces individus qui composent notre pays, qui cherchent leur chemin avec chacun sa propre singularité, tout en étant reconnus comme tels. Alors merci d'accueillir Sandra Wabian, directrice générale du CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors, je vous laisse prendre place où vous voulez, à droite, à gauche, c'est pareil, les micros sont présents. Alors, vous venez de publier donc ce formidable essai, La mosaïque française, comment faire ou refaire société. Alors, on va d'abord peut-être planter le décor. Hein. À quoi elle ressemble, cette mosaïque française? Qu'est-ce qui la caractérise? Alors, d'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir invité dans ce sommet. Je suis vraiment très ravie d'être parmi vous. Donc, ce qui caractérise cette société française, c'est en fait ce qu'on appelle le phénomène de l'individualisation. C'est vraiment un phénomène structurant et il faut comprendre que c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. Ça correspond en fait au souhait de chacun d'entre nous d'être un individu autonome, singulier, qui va mener son propre chemin, ses propres choix. Alors, ce n'est pas l'individualisme, comme souvent on le dit. Pour différencier les deux, en fait, on peut dire que l'individualisme, c'est chacun pour soi, et l'individualisation, c'est à chacun ses choix. Et aujourd'hui, on est dans une société, en fait, d'individus qui ont envie de mener leur propre vie. Et c'est pour ça que je pense qu'on est plutôt dans une mosaïque plutôt qu'un archipel qui définit des petites communautés qui seraient repliées sur elles-mêmes. Et qui s'opposent les unes aux autres. Et qui s'opposent les unes aux autres. On n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans une mosaïque d'individus qui eux-mêmes naviguent entre plusieurs identités. On est à la fois un professionnel, une mère ou un père de famille, on peut avoir un engagement associatif, on peut avoir une affiliation religieuse. Et en fait, chacun d'entre nous va naviguer entre ces différentes affiliations sans qu'elles soient en opposition, en fait, mais qu'elles se superposent. Alors, dans cette grande mosaïque française, quel rôle, quelle place jouent les entreprises ? Alors, les entreprises ont un rôle essentiel dans le sens où elles font partie finalement des derniers corps intermédiaires qui subsistent, puisqu'on peut quand même le déplorer, mais en tout cas, c'est aujourd'hui le cas. Les partis politiques, les syndicats ont perdu un peu de leur aura. Et finalement, il reste dans notre pays les associations qui font un travail formidable et qui permettent de créer du collectif, et également les entreprises qui sont un lieu de collectif, à la fois parce qu'il y a un lieu qui fait lien, qui permet aux gens de se croiser à des individus qui viennent d'horizons très différents, et aussi parce qu'il y a une ambition de faire quelque chose ensemble, et donc de rassembler les individus derrière ce faire ensemble. Mais il n'y a pas quand même comme un paradoxe, parce que l'entreprise, c'est par excellence l'endroit où on est en compétition les uns avec les autres. C'est un endroit très, très concurrentiel quand même. Donc, comment on refait société dans ce milieu, dans ce contexte ?
Alors, je crois que c'est l'enjeu en fait de notre 21e siècle, c'est justement de sortir de cette société de la compétition qui a fait beaucoup de mal au vivre ensemble et d'aller vers la coopération. Je m'explique, en fait, pendant longtemps, et vous avez d'ailleurs été nombreux à parler de la méritocratie, pendant longtemps on a espéré que finalement, en créant une forme de compétition entre les individus, une compétition juste, on allait créer du vivre ensemble et une forme de justice sociale, c'est-à-dire que les plus méritants accéderaient à des postes qui seraient des postes enviables. La difficulté de ça, c'est que d'abord, c'est extrêmement difficile de mettre tout le monde dès le départ sur la même ligne de départ, l'égalité des chances. Alors, vous vous y employez avec beaucoup de talent, mais c'est quand même un enjeu qui est extrêmement difficile. Mais surtout, il y a deux autres difficultés. La première, c'est que tout le monde n'est pas d'accord derrière ce que c'est que le mérite. Certains vont mettre le travail, les efforts, d'autres vont mettre les talents, l'intelligence. Donc, c'est pas évident. Et puis, quand bien même on arriverait à tous se mettre d'accord sur ce que c'est que l'idée que le mérite, la difficulté, c'est que la méritocratie, elle crée des gagnants et des perdants. Et donc, du côté des gagnants, on peut se retrouver avec des phénomènes de burn-out parce qu'il y a un tel investissement que finalement, on est en difficulté. Et du côté des perdants, beaucoup de ressentiment. Donc moi, ce que je propose, c'est de sortir en fait de cette société de la compétition pour aller vers une société de la coopération où on fait ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de mettre tout le monde derrière la même ligne de départ, mais de prendre les talents tels qu'ils sont et de les faire travailler ensemble dans une mosaïque. Mais alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que clairement le mérite c'est plus ou pas une valeur cardinale, cette égalité des chances qu'on appelle tous et toutes de nos voeux. Est-ce que ça veut dire que c'est plus un facteur de cohésion? Enfin, parce qu'on a beaucoup vu après le Covid notamment que les salariés, beaucoup de salariés quittaient leur emploi parce qu'ils ne trouvaient pas de sens. Et qu'est-ce qui pourrait finalement donner ce sens commun à tous? Si ce n'est pas le mérite, si ce n'est pas l'égalité, c'est quoi? Eh bien, je crois que c'est justement ce que les entreprises ont commencé à faire avec l'économie sociale et solidaire, avec les entreprises à mission. C'est apporter du sens dans la société, trouver une place et à côté des missions de profit qui sont normales puisque les entreprises, elles doivent gagner de l'argent, également avoir une place dans la société et en ayant cette place dans la société, elles donnent aussi une place aux individus qui se rendent utiles finalement par rapport à la société. Et alors, quelle est leur place donc, dans l'entreprise qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi un lieu, sauf que ce lieu de travail, il est peut-être moins présent, parce qu'encore une fois, le télétravail s'est quand même énormément développé ces dernières années. Donc, comment faire société si ce lieu de travail n'est plus un lieu commun, entre guillemets ? Alors c'est vrai que c'est un véritable enjeu dans le sens où, alors d'abord tout le monde n'a pas accès au télétravail, on est à peu près sur un tiers des salariés, mais en réalité c'est 80% des cadres et beaucoup moins chez les autres catégories professionnelles. Donc déjà il va falloir éviter que cette possibilité dont les salariés se réjouissent devienne une nouvelle forme d'inégalité. Donc un vrai enjeu pour les entreprises et un enjeu aussi de continuer à créer du lien même si les lieux se sont un peu disséminés. Et donc, il va falloir créer des moments de vivre ensemble, créer des occasions en fait dans l'entreprise pour que le lien à l'entreprise, pour que le collectif continue à vivre. Et c'est un véritable enjeu, mais on peut le voir à l'échelle de la société française. Les Français en ont envie. On l'a vu lors des Jeux Olympiques, le formidable enthousiasme de la société française par rapport à ce moment collectif. On l'a vu aussi en négatif pendant la période du Covid, où, alors qu'on a beaucoup dit que les Français étaient des râleurs, qu'ils étaient toujours à resquiller, etc., ils se sont comportés comme de bons citoyens et ils ont suivi les règles avec beaucoup d'engagement. Donc en fait, quand on propose un cadre aux citoyens français, eh bien, ils s'en saisissent. Et vous pensez à quoi, par exemple? Est-ce que, si ce n'est pas le lieu de travail à proprement parler, est-ce que ça peut être justement un espace où on passe des moments différents du travail, mais quand même un peu du travail? Alors, il se crée aujourd'hui en France, à côté du monde associatif, à côté des entreprises, toute une dynamique très positive, en tout cas de mon point de vue, qui est la dynamique des tiers-lieux, qui sont des lieux où vont se mélanger les associations, les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics, et qui vont faire ensemble des nouveaux projets dans les territoires, très ancrés dans les territoires. Et les entreprises ont commencé à se saisir de ces tiers-lieux, elles en font partie. Et de mon point de vue, c'est
une piste d'espoir pour créer cette mosaïque. Voilà, on termine par du positif quand même. Une dernière question, Sandra Wabian, sur cette fois les représentations dans cette mosaïque-là. Quelle est la place de l'imaginaire, de l'image qu'on renvoie, qu'on se renvoie aussi dans cette mosaïque? Je pense que c'est une excellente question, comme diraient beaucoup de gens qui sont interrogés. On va y revenir sans doute. Voilà. Mais en fait, c'est Yuval Harari qui dit qu'en fait, ce qui distingue les êtres humains des animaux, c'est leur capacité à croire à des récits. Et je crois qu'on a beaucoup eu des récits très négatifs sur la société française et que peut-être on avait des lunettes un petit peu trop noires. Et il me semble qu'il faudrait à présent prendre des lunettes qui voient bien sûr les difficultés, qui voient les inégalités, qui voient les discriminations, qui voient tout ce qui reste encore à accomplir, mais qui voient aussi ce qui est réalisé dans notre société. Et je donnerai un exemple. C'est pas parce que Thierry Baudet est là, mais c'est parce que j'y crois profondément. On a vu la réussite des conventions citoyennes. Et alors qu'on est dans un climat où sans arrêt on dit que les gens ne sont plus capables de se parler, qu'ils s'invectivent sur les réseaux sociaux et que finalement il n'y a plus de vivre ensemble qui est possible, on a vu que quand on crée un cadre de discours, qu'on informe les citoyens, qu'on leur laisse le temps de réfléchir, eh bien ils arrivent à produire de l'intelligence collective. Et moi je suis persuadée que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans ce rôle d'intelligence collective. Eh bien, on va les faire réagir, ces entreprises et ces dirigeants qui se trouvent juste à côté, qui vous écoutaient religieusement, Sandra Wabian. Une réaction courte aux pistes que vient de développer Sandra Wabian et cette mosaïque française qui est finalement pas qui est belle en fait. Absolument. Non, mais je partage quasiment tout ce qui a été dit. J'aimerais juste plaider un peu pour la compétition quand même, parce que je pense que vous êtes en même temps chef d'entreprise. Hein, donc la compétition, c'est ce qui permet quand même à chacun de pouvoir remettre en cause les acquis sociaux en fonction de son ambition et de son talent et de son travail. Donc je pense que c'est essentiel. Et une des raisons pour laquelle l'Europe et la France, on a un peu perdu le fil sur l'inclusion, c'est parce que la société européenne et française a beaucoup lutté contre la compétition. Ce faisant, on ne fait que protéger les avantages acquis et les situations sociales héritées. Maintenant, la compétition, une compétition au service de l'humain. D'abord, une compétition, il faut pouvoir en faire beaucoup. On en perd certaines, on en gagne d'autres sur ses forces. Et ça n'exclut pas la coopération. Donc une compétition effectivement au service de l'humain et pas simplement au service de ratios financiers, ça me paraît essentiel pour l'inclusion. Une compétition coopérative, ça marche? Saïd, un dernier mot. Un dernier mot. Merci. Merci pour cet ouvrage et j'invite en fait tous ceux et celles qui sont dans la salle à vous l'approprier. Je pense que c'est d'utilité publique votre ouvrage. Bravo. Absolument. À vous, Sandra. Et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin. Voilà. Merci. Merci à tous les trois.